Alors, on continue sur les amides, donc cette fois-ci secondaire ou tertiaire. Donc la chaîne principale, c'est celle qui contient le carbone fonctionnel. J'ai pas à me poser de questions, c'est pas une question de longueur, c'est celle qui contient ce carbone-là. Donc là, ça va être celle-là. Donc là, on a une chaîne à 3 atomes, donc ça va être une propanamide. Maintenant, cette amide, elle est ramifiée. Donc j'ai une ramification ici éthyle fixée à l'azote, une ramification méthyle fixée à l'azote. Donc son petit nom, ça va être N-éthyle, donc un éthyle fixé sur l'azote, N-méthyle, donc le méthyle fixé sur l'azote également, propanamide, parce que j'ai une chaîne A3. Alors les esters maintenant, donc un ester est un composé organique possédant un groupe ester. Alors qu'est-ce que c'est que le groupe ester? C'est un C double liaison O, et en fait on a ici une chaîne carbonée et ici une deuxième chaîne carbonée. Je peux pas avoir un hydrogène, sinon j'ai un acide carboxylique, c'est forcément ici une chaîne carbonée. Du coup j'ai deux chaînes, et l'ester va donc avoir un nom composé. Donc la première partie de son nom est liée à cette chaîne principale ici. On n'oublie pas de compter le carbone fonctionnel parmi la chaîne principale. Donc cette chaîne principale, on va la dériver de l'alcane, on va enlever le E, on va mettre OAT, de, et puis ensuite un nom qui dérive de cette chaîne carbonée là, la chaîne secondaire, où on va prendre pareil le nom de l'alcane, on enlève le E et on met il à la fin. Donc on a quelque chose de la forme alcanoate de alkyle. Donc par exemple celui-là, donc j'ai une chaîne carbonée, la chaîne principale, c'est celle qui contient le carbone fonctionnel, elle fait 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc c'est du butane. Donc là on va avoir du butanoate, 2, et ici j'ai deux atomes de carbone, donc c'est l'éthane, donc ça va être du butanoate d'éthyle. Alors ensuite, les halogénoalcanes, alors tout est dans le nom, hein, c'est des alcanes sur lesquels on va avoir substitué un hydrogène par un halogène, donc un atome de chlore, de fluor, de brome ou d'iode. Donc là on va mettre un préfixe, chloro, fluoro, bromo ou iodo, en indiquant avec un chiffre sur quel atome de la chaîne se trouve cet atome de cet halogène. Donc par exemple, là ici j'ai 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc ça me fait du butane, et sur ce butane, j'ai ici un atome d'hydrogène qui a été substitué, qu'on a remplacé par un atome de chlore. Donc cet atome de chlore, si je numérote en partant d'ici, il se trouve sur le carbone numéro 3, si je commence à numéroter par là, il se trouve sur le carbone numéro 2, donc je me débrouille pour que le chiffre soit le plus petit possible, donc c'est 1, 2, 3 et 4, et donc on a du 2-chlorobutane. Alors viennent ensuite les polymères. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polymère? Donc c'est une grande molécule, on appelle ça une macromolécule, qui va être constituée d'un motif qui va se répéter un très grand nombre de fois. Donc cette macromolécule s'obtient à partir de n molécules toutes identiques, qu'on appelle des monomères, et qui se sont assemblées grâce à leur chaîne insaturée. Autrement dit, il y a une double liaison dans le monomère qu'on va ouvrir, et ça va donc nous donner deux liaisons libres, qu'on va pouvoir accrocher de chaque côté à un autre monomère. Et donc on a une suite de monomères qui se fixent les uns aux autres. Donc n est appelé l'indice ou degré de polymérisation. Donc je vous ai mis tout un tas d'exemples de polymères, donc là des polymères qui sont artificiels, et puis il existe aussi des polymères naturels, l'amidon que je vous ai mis en dessous, la cellulose, la soie, tout ça ce sont des polymères. Là on voit bien le monomère qui se répète. Alors, donc ça nous amène à la deuxième partie de ce chapitre, l'analyse de protocoles. Alors je vous ai mis que lors de synthèse organique, de nombreux paramètres sont à prendre en considération afin d'obtenir des produits purs avec un rendement qui soit le plus grand possible en toute sécurité et à moindre coût. Donc pour cela il faut connaître différentes techniques expérimentales et savoir analyser des protocoles de synthèse organique, parce qu'en fait on peut vous demander de choisir entre différents protocoles celui qui vous paraît le plus pertinent.
Alors, donc on va tâcher de répondre à la question de savoir comment optimiser une étape de synthèse organique. Alors, donc premier paragraphe, les espèces chimiques mises en jeu. Un protocole décrit les espèces chimiques, réactifs, solvants, catalyseurs à introduire et leurs quantités respectives. Les réactifs peuvent être introduits ou non dans les proportions stoichiométriques, donc il faut parfois calculer les quantités de matière à partir de volumes de masse, donc ça c'est ce qu'on a vu en TP. Quand on nous donne la masse, bon bah c'est pas difficile, on divise par la masse molaire. Par contre, si le réactif à prélever est un liquide, on va vous indiquer le volume de ce réactif à prélever. Donc pour ça, va falloir calculer ensuite la masse correspondante à partir de la masse volumique, et puis une fois qu'on a la masse, on divise par la masse molaire pour connaître la quantité de matière. Alors il faut pouvoir distinguer les réactifs du catalyseur. Donc le catalyseur, il est introduit en petite quantité, et comme on le reconnaît, il apparaît pas dans l'équation chimique. En général, on va le noter au-dessus de la flèche pour indiquer qu'il favorise la transformation chimique, il fait qu'elle se produit plus rapidement. Alors le solvant est introduit en très grande quantité par rapport aux autres espèces chimiques, il se trouve à l'état liquide et permet de solubiliser les réactifs. Donc le solvant peut éventuellement être un réactif. Quand on a travaillé sur l'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle, c'était en fait une solvolyse, puisque c'était l'eau qui était l'autre réactif, et que l'eau faisait office de solvant dans cette transformation. De toute façon, vous avez déjà vu tout un tas de transformations chimiques où on fait réagir le solvant. Dans ce cas-là, dans le tableau d'avancement, on ne renseigne pas ces quantités de matière, on met simplement solvant dans la colonne correspondante. Alors, deuxième paragraphe, les choix des paramètres expérimentaux. Donc voici quelques exemples de paramètres expérimentaux: pression, température, le solvant, le pH, la durée de la réaction, la présence ou non de catalyseur. Donc ces paramètres vont permettre d'atteindre l'état final plus ou moins vite, et éventuellement de modifier cet état final dans le but d'obtenir un meilleur rendement. Alors on avait vu dans le chapitre sur la cinétique qu'on pouvait chauffer le milieu réactionnel pour augmenter la vitesse de réaction, puisque la température est un facteur cinétique. Donc on peut chauffer le mélange réactionnel en utilisant un montage à reflux. Donc pour jouer sur le facteur cinétique température, on peut introduire donc on peut augmenter la concentration des réactifs qu'on va introduire en fait pour avoir une plus grande quantité de réactifs. Donc si on met un réactif en excès, ça va aussi augmenter la vitesse de réaction. On a vu que c'était un facteur cinétique, la concentration des réactifs. On peut utiliser un catalyseur, choisir un solvant adapté. Donc le solvant permet de mieux solubiliser les réactifs et ou de favoriser la formation de produits ou d'intermédiaires réactionnels. Ça aussi on en avait discuté lors de la solvolyse. Si vous avez un produit ou un intermédiaire réactionnel qui est ionique, un solvant qui va être polaire va favoriser la formation de cet intermédiaire réactionnel ou de ce produit, puisque un solvant polaire, un ion va être très soluble, va être soluble dans un solvant polaire. Alors, donc ça c'est pas vraiment du nouveau. Ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est comment augmenter le rendement d'une transformation limitée. Donc on peut introduire l'un des réactifs en excès ou éliminer du mélange réactionnel un des produits afin de déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la formation du produit. Donc si l'un des produits est éliminé, la transformation inverse ne peut plus avoir lieu. Donc si je mets un des réactifs en excès, je vais déplacer mon équilibre chimique dans le sens de la formation de produits. Et l'autre façon de faire, ça va être d'éliminer un des produits qui se forment pour rendre la transformation inverse impossible. Donc par exemple, vous avez l'appareil de Dean Stark qui va permettre d'éliminer un des produits. Donc par exemple, l'estérification. Donc la synthèse de l'ester, un ester peut se fabriquer à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique. Donc ça va nous donner de l'ester et de l'eau. Sauf que un ester en présence d'eau va s'hydrolyser pour redonner l'acide carboxylique et l'alcool. Donc l'idée, ça va être d'éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation pour éviter que l'hydrolyse ne puisse se faire. Alors comment on s'y prend? Donc on va voir ce montage-là avec cette
cet appareil là en forme de Y qu'on appelle l'appareil de Dean Stark. Alors on va chauffer le mélange réactionnel et on va observer un dégagement de vapeur. Donc on va avoir un mélange de vapeur constitué d'eau et d'ester, c'est ce qu'on appelle un azéotrope, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'évaporer les uns après les autres comme dans une distillation fractionnée. Là en fait ils vont s'évaporer tous les deux. Et donc ils montent, ils arrivent dans le réfrigérant, les vapeurs se recondensent et elles retombent. Sauf que l'ester et l'eau ne sont pas miscibles. L'eau étant plus dense que l'ester, elle va se retrouver dans la phase inférieure. Donc l'ester lui se retrouve au-dessus, au bout d'un moment on a rempli le collecteur jusqu'à ce que le niveau en fait arrive ici, et du coup qu'est-ce qui se passe? L'ester lui va retourner dans le milieu réactionnel. On va continuer à évaporer, l'eau elle retombe, et l'ester qu'on aura condensé va retomber directement dans le milieu réactionnel. Ce qui fait que l'eau qui se forme, finalement elle finit par être piégée ici, et elle est plus dans le ballon. D'accord? Donc dans le ballon, la transformation, elle se poursuit, et elle va être quasi totale, puisque l'eau est éliminée au fur et à mesure. Alors évidemment, si le niveau de l'eau monte jusque là, ce qu'on fait, c'est que on purge le collecteur, et on élimine l'eau au fur et à mesure. Donc je vous ai mis un lien vers une vidéo qui illustre ce procédé. Donc ça vous fera travailler votre anglais un petit peu. Donc on a de l'eau, alors là c'est pas un mélange eau-ester comme on a dans mon illustration, là c'est un mélange eau toluène. Enfin ça change pas grand chose, sur le principe c'est exactement le même. Donc l'eau ça bout à 100 degrés, le toluène il bout à 110 degrés, mais en fait quand on a un mélange des deux, on a un point d'ébullition qui va être à 84 degrés seulement. Donc on chauffe. Donc on fait rentrer l'eau dans le réfrigérant évidemment. On chauffe le mélange et tout ça va s'évaporer. Et donc on va avoir des vapeurs qui vont être constituées d'un mélange, là ici eau toluène. Donc de la même façon, les deux ne sont pas miscibles l'un à l'autre. Donc le collecteur va se remplir et dans le collecteur on va observer deux phases. Donc à mesure que l'on chauffe, il va finir par se remplir et à un moment donné, le toluène dépasse le niveau ici du Dean Stark et va retomber dans le ballon. Donc à terme, on va éliminer les molécules d'eau du ballon, et donc c'est ce principe-là qui fait que pour l'estérification, si on élimine l'eau, on arrive à déplacer l'équilibre de façon à rendre la transformation quasi totale. Alors le montage à reflux, donc ça aussi je vous l'avais déjà présenté dans le chapitre sur la cinétique chimique. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en chauffant le milieu réactionnel, on joue sur le facteur cinétique température, donc la transformation va se faire plus vite, mais on ne perd ni réactif ni produit parce que tout ce qui s'évapore est condensé par le réfrigérant et retombe dans le ballon. Donc en fait on n'a aucune perte de matière. Alors le traitement du mélange réactionnel, donc une fois la synthèse terminée, il faut souvent traiter ce mélange réactionnel afin d'isoler l'espèce chimique qu'on souhaite. Donc il y a tout un tas de méthodes qui existent. Donc si le produit d'intérêt est liquide, on peut réaliser une extraction par solvant avec une ampoule à décanter, donc ça c'est des choses que vous avez vues en seconde. Cette méthode utilise la différence de solubilité du produit à extraire dans deux solvants non miscibles. Donc le produit va aller dans le solvant dans lequel il est le plus miscible, et donc on va pouvoir ensuite séparer les deux solvants. Donc le but c'est de trouver deux solvants dans lesquels l'espèce qu'on souhaite récupérer soit miscible dans un des solvants, et que les espèces qui ne nous intéressent pas soient miscibles dans l'autre, ce qui va nous permettre en fait de les séparer.
Alors, si le produit d'intérêt est soluble dans un solvant organique, on peut le séparer par évaporation, donc le solvant peut alors être recyclé. Parfois, la phase organique contenant le produit d'intérêt présente des traces d'eau,